Alors, startons le troisième mystère right now. L'histoire fourmille d'épopées inachevées et de héros disparus. Des aventures qui n'ont jamais connu de dénouement. Au début du XXe siècle, les gens ont vu apparaître au-dessus de leur tête de bien curieux fous volants. Ces casse-cous allaient, par leur audace, donner le coup d'envoi de la conquête du ciel. C'était l'ère des frères Wright, des grands dirigeables, et de Charles Lindbergh. C'était aussi l'époque de l'oiseau blanc. Du blanc oiseau. 8 mai 1927. Un magnifique biplan est poussé hors de son hangar de l'aéroport du Bourget, en banlieue de Paris. Faut s'entendre qu'il fallait être fou en crif pour aller voler dans le temps quand la technologie était pas là pour le découvrir. Fallait vraiment avoir de l'ambition puis du courage. Sérieux, là. Des centaines de curieux sont réunis pour applaudir l'exploit que souhaite réaliser le tandem Charles Nungesser et François Coly. À bord de cet avion, ils tenteront de devenir les premiers aviateurs à franchir l'océan Atlantique sans escale. Après avoir consulté les derniers relevés météo et serré les mains de quelques amis, les deux pilotes décollent en direction de l'Amérique. Quelques minutes plus tard, ils larguent le train d'atterrissage pour alléger l'appareil et réduire la friction de l'air. Nungesser et Coly s'apprêtent à entrer dans l'histoire, mais pas par la porte qu'ils avaient prévue. Parce qu'ils vont se planter, j'imagine. Au début de 1927, de nombreux aviateurs sont engagés dans une course contre la montre. Je me souviens plus de ce mystère-là. C'est un Tous des veulent rares. être les premiers à franchir l'Atlantique sans escale et ainsi remporter le prix Orteig, assorti d'un montant de 20 000 $. C'est un tandem français, le navigateur François Coly et le pilote Charles Nungesser, qui ont été les premiers à tenter l'exploit au printemps de la même année. Salutations à mes amis français. Charles Nungesser était l'un des plus fameux pilotes français de la Première Guerre mondiale. On lui reconnaissait officiellement avoir abattu 45 avions, mais officieusement on parlait volontiers de 107. Chaque fois que Charles Nungesser montait à bord d'un avion pour réaliser ses exploits, il s'assurait d'y apposer sa signature. Un macabre dessin représentant un cercueil et un crâne à l'intérieur d'un cœur noir. On checkera après, voir... Quand on lui sur demandait ce Wiki. que cela signifiait, il répondait « Un cœur vaillant ne craint jamais la mort, Ah ah. même dans ses pires aspects. Heart does not fear death, even in its most terrible aspect. » Cela représentait très bien son caractère. Is a pretty good description of his character. Je me demande à quel point c'est romancé ou si c'est 100% vrai, tout ça. La Oh, shit. témérité et le courage déjà légendaire de Charles Nungesser étaient un atout précieux pour réaliser l'exploit. Il n'y avait Oh. pas de temps à perdre. On parce voit que le de l'autre cœur, côté de l'Atlantique, l'Américain Charles Lindbergh frappait à la porte. Nungesser s'est donc associé à François Coly pour l'accompagner dans cet audacieux projet. François Coly était surnommé le Diable Borgne à cause du monocle noir qui lui couvrait un œil. Souvenir de la guerre. C'était un excellent aviateur qui n'avait peur de rien. Pour faire ça, faut pas avoir peur ben, comme je dis, là. Guerre et fait officier de la Légion d'honneur, Coly a terminé la Première Guerre mondiale comme capitaine d'escadrille. En 1919, il a réussi la double traversée de la Méditerranée à bord de son avion et a battu le record de distance en ligne droite. Avant de réaliser la première traversée de l'Atlantique sans escale, Nungesser et Coly devaient trouver le meilleur appareil qui pouvait leur permettre d'atteindre leur objectif. Surnommé l'oiseau blanc, l'appareil qu'ils ont sélectionné a dû être adapté pour un vol aussi long. Pour leur vol vers New York, Nungesser et Coly avaient choisi un avion militaire français destiné au porte-avions. Un appareil de conception géniale. En cas d'avarie, le train d'atterrissage pouvait être largué. Et son fuselage semblable à la coque d'un bateau lui permettait d'amérir en attendant les secours. En se délestant du train d'atterrissage une fois en vol, Je me demandais comment il l'avion atterrissait. était considérablement réduit. Un élément important compte tenu de la grosseur du biplan.
L'avion était immense, as I recall, about a 55-foot d'une longueur de 9 mètres et d'une envergure de 17 mètres. carried. Il avait une capacité de 3800 litres d'essence. When they took off, C'était la première fois qu'un avion réussissait à décoller avec assez de carburant pour tenter une traversée de l'Atlantique. fuel to, in theory, Et tout le monde croyait qu'ils allaient réussir. and everyone expected that they would make it. Finalement, le 8 mai 1927, comme prévu, les deux aviateurs décollent à bord de l'Oiseau Blanc. Les deux pilotes français sont littéralement isolés du reste du monde. Question de minimiser au maximum leur poids, ils ont choisi de ne pas embarquer de radio. Un choix plutôt téméraire vu les circonstances. Pour se guider, ils doivent s'en remettre essentiellement à leur expérience et aux instruments rudimentaires de bord. Mais en principe, l'itinéraire est simple. Ils doivent voler vers la pointe sud de l'Irlande, virer plein ouest jusqu'à Terre-Neuve, puis, une fois en vue des côtes, mettre le cap au sud jusqu'à New York. Un itinéraire simple, en principe. What we know for sure about Nous ne sommes certains que d'une seule chose. they made across the Atlantic. Durant la première partie de leur vol, ils ont été accompagnés par des avions militaires français By French military aircraft jusqu'au littoral. as far as the French coast. Beaucoup de choses est simple en pratique. En théorie, plutôt. L'équipage d'un sous-marin anglais a Et été non en témoin pratique. du vol de l'Oiseau Blanc au-dessus de la mer. Les Les Britanniques ont décrit ses couleurs, bleu, blanc et rouge sur la queue, les rondelles sur les ailes, Shit, regardez en arrière, et on le voit signe un noir genre en forme d'habit. de cœur. Le lendemain, malgré une température non favorable, les gens attendent avec impatience l'arrivée de l'Oiseau Blanc. Le port de New York est rempli de bateaux, et tous cherchent à savoir où en sont Nungesser et Colly. An airplane was On a reported, rapporté avoir aperçu l'avion au-dessus de Terre-Neuve. and then Et on voyait tantôt là, un genre de zeppelin. Je me demande s'il y a des footage. Les footages en français, c'est des vidéos, on peut dire comme ça. S'il y a des vidéos de personnes qui ont pris dans un zeppelin, ça, je me le demanderais. J'aimerais ça en crée voir ça pour vrai. Nova De la Scotia, Nouvelle-Écosse. and then the coast Et de of Boston. Maine, near Boston, Tous s'attendaient à ce qu'il arrive d'une minute à l'autre. to arrive at any moment. Par anticipation, un quotidien de Montréal, le journal La Presse, annonce pour 17 heures l'atterrissage des deux vainqueurs de l'Atlantique. En France, l'enthousiasme est national. L'odyssée des deux aviateurs fait la manchette de toute la presse. Mais bientôt, ces informations seront démenties. L'avion des deux Français ne s'est jamais posé à New York. À l'euphorie succède l'inquiétude. Le 11 mai, Nungesser et Colly manquent toujours à l'appel. Le pire est à craindre. Leurs réserves de carburant doivent être maintenant épuisées depuis longtemps. On entreprend des recherches, mais en vain. Les deux aviateurs ont-ils tout de même réussi la traversée sans pour autant atteindre leur destination finale? En 1984, une association archéologique vouée à la récupération d'avions historiques a mis de l'avant le projet Midnight Ghost, une recherche sur le terrain pour retrouver l'avion de Nungesser et Colly. Sous les directives de Richard Gillespie, un passionné d'histoire et d'aviation, le groupe a évalué toutes les rumeurs concernant les lieux possibles où se serait écrasé l'Oiseau Blanc. Ces recherches l'ont conduit notamment dans les forêts du Maine, où des rumeurs persistantes y situaient les derniers instants des deux aviateurs français. We looked for the white bird in the Pendant state of 8 Maine. ans, échelonnés sur 20 expéditions, nous avons cherché l'Oiseau Blanc dans le Maine. It was brutal. But À la fin, tout ce que nous avons trouvé, ce sont de bonnes histoires. was that Ah, ça, c'est Racontées plate. par des gens disant avoir vu l'avion. good stories. People who remembered Et quelques morceaux d'appareils trouvés en forêt, suggérant peut-être la présence d'un avion. couldn't identify what might be from an airplane. Pour ajouter au degré de difficulté, le groupe a aussi retrouvé au fil de ses nombreuses recherches des morceaux provenant d'autres appareils sans lien avec l'avion de Nungesser et Colly. Ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas rien que l'avion qu'ils recherchent qui s'est promené dans ces coins-là. Hein? En 1992, ils se sont tournés vers la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve. À en croire les comptes rendus de l'époque, un avion aurait été aperçu dans le ciel de l'île au lendemain du départ de Nungesser et Colly pour New York. Il peut être tombé dans l'eau hein, aussi. Documents Il existe des rapports écrits
provenant de citoyens de Terre-Neuve de l'époque. Ces gens ont été assermentés devant un magistrat et leurs récits catalogués. Lorsque l'on regarde de plus près ces documents, ils donnent un itinéraire séquentiel tout le long de la côte de Terre-Neuve. À l'aide d'appareils sophistiqués, Richard Gillespie a acquis la certitude qu'un avion s'était bel et bien écrasé dans la région de Gull Pond, au cœur des marécages de Cape Shore, sur la péninsule d'Avalon. Malheureusement, aucun des débris retrouvés dans le secteur n'a été formellement identifié comme provenant de l'Oiseau Blanc. L'hypothèse d'un crash à Terre-Neuve n'est pas l'apanage de Richard Gillespie et de ses hommes. William Nungesser, un cousin du célèbre aviateur, est du même avis. Il croit lui aussi que des fouilles plus poussées permettront d'éclaircir le mystère entourant les derniers instants de Nungesser et Collie. À Terre-Neuve, il existe plusieurs petits étangs creusés par les glaciers qui ne sont pas très profonds. Pas plus de 3 mètres. Ouais, ben c'est ça, c'est assez de cacher un avion pareil, là. Puisque l'avion avait largué son train d'atterrissage non, et peut-être qu'il pas, ne non. lui était plus possible que d'amérir, ils ont probablement essayé de se poser sur l'un de ces étangs. Un résident de l'endroit a d'ailleurs rapporté avoir vu un avion en détresse qui cherchait un endroit où se poser. Cette version d'un atterrissage à Terre-Neuve est très intéressante. Parce que si mon cousin avait réalisé que son avion était en détresse, il aurait certainement tenté d'amérir de cette manière. La solution à l'une des plus grandes énigmes de l'aviation repose-t-elle au fond de quelques marécages de Terre-Neuve? C'est ça, je pense, moi, personnellement. François Collie et Charles Nungesser ont-ils trouvé la mort loin de chez eux, en terre canadienne? En décollant du Bourget par cette fraîche matinée de mai 1927, François Collie et Charles Nungesser espéraient se tailler une place dans l'histoire de l'aviation. Ils ont plutôt ouvert la porte à l'Américain Charles Lindbergh, qui a réussi la traversée quelques jours seulement après leur tentative infructueuse. La disparition de l'avion de Nungesser et Collie s'inscrit dans les grandes énigmes de l'histoire. Que s'est-il passé à bord de l'Oiseau Blanc? Les deux aviateurs français ont-ils réellement atteint le Canada, comme certains le croient, ou se sont-ils simplement abîmés en mer? Si plusieurs pensent que la découverte de cette épave représenterait la fin de l'énigme, au chapitre des disparitions, l'histoire nous rappelle que le mystère est parfois si complexe que la solution ne représente que le début du questionnement. Est-ce qu'il parlait bien, notre Michel Dumont national? Hein? C'était-tu un peu le fun à écouter? C'est que je vais m'ennuyer de ce gars-là. Mais sérieusement, ça peut être n'importe où, hein, comme je dis. Ça peut être dans l'eau, ça peut être dans la mer, ça peut être dans un étang, des marécages de Terre-Neuve. Quelque chose qui risque d'être dur à trouver. J'ai envie d'aller voir Nungesser. J'ai envie d'aller voir s'il n'y a pas des développements vite. Rien que sur la page de Wikipédia, il y a l'air d'avoir. Donc, enfance, la Première Guerre mondiale. OK, on voit ici là, son sigle. Vraiment cool. Son dernier vol, il parle pas tant que ça de son dernier vol. Hein? Il parle ici, une stèle honore sa mémoire au 35 boulevard du Temple à Paris. Mes amis français, est-ce que vous l'avez déjà vu? S'il y a du monde qui l'ont vu puis vous allez le Discord, vous m'enverrez des photos. C'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. La disparition de l'Oiseau Blanc est considérée comme l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Beaucoup d'hypothèses, comme on voit ici, dans les années 80. Et ça, c'est ce qu'on a parlé dans Dossier Mystère, qu'on vient juste de parler. Ou, il y en a qui avancent que ça pourrait être près de la côte du Maine, aux États-Unis. Très possible, mais on voit que c'est pas quelque chose de réglé encore. On peut voir ici un témoignage du 12 au 28 juin. D'étranges signaux lumineux sont aperçus dans la réponse dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la province canadienne du Québec. Ils sont interprétés comme pouvant être des fusées éclairantes lancées par Nungesser et Collie. Ça, on ne l'a pas abordé, si je ne m'abuse, dans le petit épisode de Dossier Mystère. C'est à savoir quand que ça a sorti ces renseignements-là, parce que Dossier Mystère en question a été enregistré à la mi-2000, dans le milieu des années 2000. Donc, mais si ça prend en compte des nouvelles recherches des années 1980, on doit probablement en avoir parlé.
La piste du Maine, sortie dans les années 80 aussi. Bref, très intéressant. Oh, on peut voir l'oiseau blanc ici en vol au cours de ses essais. Vraiment cool. Bref, c'était un beau petit mystère qu'on a d'aviation que j'adore. J'ai écouté beaucoup de choses d'aviation, juste l'émission nommée Mayday qui parlait de la disparition de beaucoup d'avions et de mystères comme ça. Fait que très intéressant. Passons à l'autre mystère.